Bonjour. La dernière fois, nous avons commencé à parler des lois de l'optique géométrique. Nous avons parlé de la première loi, c'est la loi de la propagation rectiligne de la lumière. Et nous avons également parlé de la deuxième loi, la loi de réflexion. Donc déjà, vous vous souvenez que la réflexion consiste en brusque changement de la direction de la lumière après avoir rencontré une surface réfléchissante. D'accord? Donc, déjà, un rayon est dit un rayon incident avant d'avoir rencontré cette surface réfléchissante. Il rencontre la surface réfléchissante au point d'incidence et après, le rayon, on obtient le rayon réfléchi. On a déjà parlé, c'est que première loi de la réflexion nous dit que le rayon incident, le rayon réfléchi, ainsi que la normale au point d'incidence sont contenus dans le même plan d'incidence. Ça, c'est la première loi de la réflexion. Deuxième loi de la réflexion nous dit que le rayon réfléchi est symétrique au rayon incident. Donc, le rayon réfléchi est symétrique au rayon incident par rapport à la normale à la surface réfléchissante. Suite à quoi, l'angle d'incidence, donc l'angle I, qui fait le rayon incident avec la normale, est égal à l'angle de réflexion. Donc, l'angle que fait le rayon réfléchi avec la même normale. Et cette loi-là se traduit par, donc on va écrire I égale à R. Donc, les deux lois de la réflexion. Ces deux lois, on appelle aussi les lois de Descartes pour la réflexion. Sinon, dans la littérature anglo-saxonne, ces lois sont appelées les lois de Snell. Considérons maintenant ces lois pour faire la construction de l'image d'un objet dans un miroir. Mais avant, il faut introduire les trois notions des faisceaux convergents, divergents et parallèles. Alors, on dit que le faisceau est convergent quand tous les rayons de ce faisceau se dirigent vers un point. Donc ici, on imagine un point et tous les rayons de ce faisceau dirigent vers un point. On dit que le faisceau est divergent si tous les rayons de ce faisceau sont issus du même point. D'accord? Donc, on imagine ici l'intersection entre tous ces rayons-là. Donc, le faisceau est divergent si tous les rayons sont issus de ce point-là. Et un faisceau est dit parallèle si tous les rayons sont parallèles entre eux. Maintenant, considère notre œil. Donc, je vais présenter comme ça. Notre œil peut recevoir soit les faisceaux convergents, soit divergents, soit parallèles. Donc, si notre œil reçoit le faisceau convergent, il n'a pas de problème. Donc, il voit tout de suite, entre guillemets, le point d'intersection. Qu'est-ce qui se passe si nous avons donc une source de lumière qui est ici, donc notre petite étoile, et notre œil reçoit le faisceau divergent. Donc, j'ai présenté le faisceau divergent. L'œil reçoit dans ce cas le faisceau divergent et notre cerveau est fait de telle façon que dès que l'œil reçoit le faisceau divergent, notre cerveau prolonge ce faisceau des rayons divergents jusqu'à leur intersection et
cherche le point d'intersection de ces rayons, d'où viennent tous ces rayons-là. D'accord? Donc, notre cerveau va chercher toujours le point d'intersection. D'accord? Donc, c'est difficile pour le cerveau, pour nous, c'est difficile à savoir s'il s'agit d'un faisceau convergent ou divergent, parce que de toute façon, le cerveau va prolonger les rayons jusqu'à l'intersection. Maintenant, considérons un miroir, une source ponctuelle et notre E. Donc, je vais présenter. Donc, nous avons un miroir, une source et l'œil. Cette source émet les lumières dans toutes les directions. Donc, je vais présenter ce rayon-là. Je vais également présenter un autre rayon, ici. Et encore un autre rayon. Donc, comme ça. On peut même présenter un autre rayon issu dans l'autre direction. Donc, je vais présenter là. Alors, tous les rayons qui vont rencontrer la surface réfléchissante seront réfléchis. Par contre, ce rayon-là, qui est parti dans le sens opposé, il ne va pas rencontrer sur son chemin le miroir, donc finalement, il ne sera pas réfléchi. Présentons maintenant tous les rayons qui seront réfléchis et toujours, avant de tracer les rayons réfléchis, il faut qu'on trace la normale à la surface, au point d'incidence. Donc ici, nous avons les 3 points d'incidence, premier point, deuxième point, troisième point. Donc premièrement, on va tracer la normale par rapport à tous ces points d'incidence. Et ensuite, la loi de la réflexion nous dit, c'est que le rayon incident doit être symétrique par rapport au rayon réfléchi et toujours par rapport à la normale. D'accord? Donc, les rayons incidents et les rayons réfléchis sont symétriques par rapport à la normale, au point d'incidence. Donc, présentons maintenant les rayons réfléchis. Prenons une autre couleur. Donc, les 3 rayons rouges sont les rayons réfléchis. Et regardez, uniquement ce deuxième rayon va partir dans la direction de l'œil. Les 2 autres rayons seront réfléchis, mais ces 2 autres rayons ne vont pas partir dans la direction de l'œil. Donc l'œil ne va pas capter ces 2 autres rayons. L'œil va voir uniquement le rayon qui arrive vers lui. D'accord? Donc, malgré le fait que cette source émet l'infinité des rayons, l'œil va capter uniquement les rayons qui vont partir dans sa direction. Tous les autres rayons seront réfléchis, mais on ne va pas les voir. Donc, maintenant, on va considérer uniquement les rayons qu'on va voir, donc tous les rayons qui seront réfléchis vers nous. Donc, faisons un autre chemin, donc un miroir, et dans ce cas, on considère uniquement les rayons qui arrivent vers nous. Nous avons à nouveau un miroir, une source ponctuelle, et ces 2 rayons qui arrivent sur cette surface réfléchissante. Donc, à nouveau, traçons les 2 normales au point d'incidence et les rayons réfléchis donc par rapport à la normale. Donc, les rayons incidents et réfléchis doivent être symétriques par rapport à la normale. Donc, premier rayon rouge qui correspond à ce rayon-là incident et deuxième rayon réfléchi qui correspond à ce deuxième rayon incident. Donc, on considère que les 2 rayons arrivent dans notre E, donc je vais présenter cette E plus grande. Voilà.
Le cerveau reçoit le faisceau divergent et maintenant le cerveau va prolonger ces deux rayons jusqu'à l'intersection. Donc, faisons le schéma. Donc, les rayons rouges, je les ai prolongés jusqu'à leur intersection. Donc, tout ce qui est le prolongement, on présente un pointillé et l'image de la source S, je vais noter comme S'. À partir de cette construction, on voit que les deux sources se situent à la même distance par rapport à la miroir. Donc, l'image de cette source S', S', est symétrique à cette source par ce plan miroir. Je vais présenter les deux distances. Donc, ici, nous avons la distance, je vais noter D'. Cette distance-là, je vais noter D. Et les deux distances sont les mêmes. Suite à quoi, à partir de ce schéma-là, il est très facile à faire toutes les autres constructions. On sait que quand on regarde dans le miroir, on retrouve l'image qui se situe derrière cette miroir, donc l'image sera virtuelle, et à la même distance par rapport à la miroir. Donc, prenons un autre exemple. Nous avons maintenant un miroir et cette fois-ci un objet étendu, donc une flèche, je présentais une flèche avec les extrémités AB. Donc, pour construire, pour retrouver son image, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer la distance qui sépare première extrémité, donc le point A. Donc, cette distance-là, je vais marquer D. Donc, je vais présenter la même distance de l'autre côté, D. Et ici, je vais retrouver le point image A', de ce point A. Donc, premier point image de ce point A, nous avons retrouvé. Maintenant, on fait la même chose, mais avec deuxième point. Donc, on mesure la distance qui sépare ce point et le miroir. Donc, je vais marquer ici la distance A. Je construis, je prends la même distance, mais de l'autre côté, A. À l'extrémité ici, je retrouve le point B', image du point B, et ensuite, il faut juste relier les deux points. Et sachant que nous avons retrouvé une image virtuelle, c'est-à-dire qu'une image qui n'existe pas, qui se forme sur le prolongement des rayons, en optique, tout ce qui est le virtuel, on présente un pointillé. Donc, l'image A'B' de cet objet AB. Donc, la distance D et D, les mêmes, les deux distances, pareil, les deux distances A sont les mêmes. Donc, le miroir nous donne une image virtuelle qui se forme sur le prolongement des rayons, de la même taille que notre objet, et l'image est droite. D'accord? C'est-à-dire que le haut de l'objet, donc l'image, le haut de l'objet et de l'image seront identiques. Donc, le haut va rester le haut, le bas va rester le bas. D'accord? Donc, quand on regarde dans le miroir, on voit l'image qui est directe. D'accord? La tête en face de la tête. D'accord? Et pas les pieds en face de la tête. Donc, bien. Maintenant, on va parler des lois de la réfraction. En fait, comme dans les lois de la réflexion, il existe deux lois de la réfraction. Donc, faisons un schéma, donc avec les deux milieux. Donc,
j'ai présenté les deux milieux et la surface qui sépare ces deux milieux. Donc, le phénomène de réfraction consiste à un brusque changement de la direction de la lumière qui, après avoir une surface réfractante, se propage dans un milieu différent de son milieu de propagation initiale. D'accord? Donc, ici, nous avons cette surface réfractante. La lumière, après le passage à travers de cette surface, change brusquement sa direction. Et la surface réfractante est en général appelée dioptre. Comme dans les lois de la réflexion, nous avons un rayon incident qui tombe sur cette surface réfractante, sur ce dioptre. Nous avons un rayon réfléchi et nous avons un rayon réfracté. Donc, les définitions des points d'incidence et du plan d'incidence sont les mêmes dans le cas de la réfraction. D'accord? Donc, le point d'incidence, c'est le point où notre rayon incident rencontre ce dioptre. Et le plan d'incidence, c'est le plan qui contient tous les rayons, donc les rayons incidents, la normale, le rayon réfléchi et le rayon réfracté. Ce qui est très important, dans les deux cas, les deux milieux, je vais appeler ce milieu numéro 1 et ce milieu numéro 2 sont toujours considérés comme homogènes et transparents et isotropes. D'accord? Et chaque milieu est caractérisé par son indice optique. Donc, qu'est-ce que c'est déjà l'indice optique? C'est le passeport du milieu et on détermine cet indice optique ou l'indice de réfraction comme le rapport de la célérité de la lumière dans le vide et la vitesse de la propagation de la lumière dans un milieu. Donc, on va écrire l'indice de réfraction, donc, ou très souvent on utilise aussi le mot l'indice de réfraction absolue, c'est la célérité de la lumière dans le vide sur la vitesse de la propagation de la lumière dans un milieu. Donc, pour N1, il faut prendre la vitesse de la propagation de la lumière dans ce milieu, numéro 1, et pour N2, respectivement, il faut prendre la vitesse de la propagation de la lumière dans ce milieu, N2. Et comme la célérité de la lumière dans le vide est toujours plus grande par rapport à la vitesse de la propagation de la lumière dans un milieu, l'indice optique sera toujours supérieur ou égal à 1. Donc, faites attention, on ne trouve pas l'indice optique inférieur à 1. Maintenant, première loi de la réfraction. Le rayon incident, la normale au point d'incidence et le rayon réfracté sont contenus dans le même plan, dans le plan d'incidence. Comme pour les lois de la réflexion, très souvent, cette loi, il nous paraît insignifiant par rapport à la deuxième partie de cette loi. Donc, en fait, quand nous sommes en deux dimensions, quand on fait la résolution du problème sur une feuille, bien évidemment, tous les rayons seront contenus dans le même plan. Mais faites attention, si vous allez traiter un problème en 3 dimensions, donc il faut bien respecter cette loi. Donc, les 3 rayons, donc le rayon incident, le rayon réfléchi, le rayon réfracté, plus la normale au point d'incidence, doivent être contenus dans le même plan. Maintenant, deuxième loi de la réfraction lie les angles d'incidence et l'angle d'incidence et l'angle réfracté. Donc, notons ici notre angle d'incidence.
Faites attention, c'est toujours par rapport à la normale au point d'incidence. Et l'angle de réfraction, donc c'est l'angle entre le rayon réfracté et la normale. Je vais appeler cet angle I'. Dans ce cas, la deuxième loi nous dit que les angles d'incidence et de réfraction sont tels que nous avons cette équation, je vais appeler N1 de la première milieu fois sinus de l'angle d'incidence, donc sinus I, est égal N2 de la deuxième milieu fois sinus I'. Donc, ces deux lois constituent les lois de la réfraction, ou très souvent on les appelle les lois de Descartes pour la réfraction, ou dans la littérature anglo-saxonne, on les appelle les lois de Snell pour la réfraction. Cette deuxième loi de la réfraction, nous pouvons réécrire autrement. Nous pouvons écrire que le rapport de sinus de l'angle d'incidence sur le sinus de l'angle de réfraction est égal au rapport des indices de réfraction absolue de la deuxième milieu sur l'indice optique du premier milieu. Et ce rapport N2 sur N1, on peut appeler N2,1 l'indice optique relatif du deuxième milieu par rapport au premier milieu. D'accord? Donc, cette loi, vous pouvez réécrire par cette façon-là. Après, ça dépend de goût. Alors, si maintenant on considère que notre milieu N2 a l'indice de réfraction plus élevé que celui du milieu 1, donc on dit que le milieu 2 est plus réfrangeant par rapport au milieu 1 ou plus dense de point de vue de l'optique. D'accord? Donc le milieu plus réfrangeant. Donc, maintenant si on analyse cette formule, on voit que pour assurer cette égalité, si N2 est plus grande que N1, sinus I' doit être plus petit que sinus I. Donc, si sinus I' est plus petit que sinus I, ça veut dire que l'angle I' doit être plus petit que l'angle I. D'accord? Donc, dans un milieu plus dense, optiquement plus dense, plus réfrangeant, l'angle réfracté sera plus petit par rapport à l'angle d'incidence. D'accord? Pour assurer cette égalité. Plus le milieu est réfrangeant, plus cet angle est petit. Deuxième conclusion très importante, c'est que cette formule est complètement symétrique. En fait, dans cette formule, je ne vois pas l'information concernant le sens de la direction. D'accord? Donc, je peux appeler, si je souhaite, l'angle I comme I' et l'angle I' comme I, et je vais retrouver exactement la même loi. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant je vais envoyer le faisceau, cette fois-ci du milieu N2, ce faisceau va ressortir, sera réfracté en suivant la même direction que laquelle est présentée sur le schéma. Cette conclusion, elle est super importante. Donc, encore une fois, si on inverse le sens de la propagation de la lumière, c'est-à-dire qu'on va intervertir les rayons incidents et réfractés ou réfléchis, peu importe, les lois de la réflexion ou de la réfraction seront inchangées, vont rester les mêmes. Dans cette loi, regardez encore une fois, dans la loi de la réfraction, il n'y a pas d'information où doit être l'angle d'incidence, où doit être l'angle de réfraction.
D'accord? Donc, si j'inverse le sens de la propagation, la lumière va reprendre le même chemin. Et ceci constitue un principe très important pour l'optique, le principe du retour inverse de la lumière. Ce principe nous dit que le trajet suivi par la lumière entre deux points situés sur un même rayon lumineux est indépendant du sens de la propagation de la lumière entre ces deux points. Donc, si je prends un point A, je vais envoyer un rayon vers le point B. Maintenant, si j'inverse les rôles, maintenant c'est le point B qui émet la lumière et le point A qui est le récepteur, le nouveau rayon va reprendre exactement le même chemin. D'accord? Ceci est principe très important pour l'optique, le principe de retour inverse de la lumière. En pratique, on utilise ce principe pour résoudre des problèmes. Pourquoi? Parce que les lois des réfractions sont complètement symétriques et on sait si on va inverser le sens de propagation de la lumière, le rayon réfracté va maintenant jouer le rôle de rayon incident et le rayon incident va commencer à jouer le rôle du rayon réfracté. D'accord? Et la lumière va reprendre exactement le même schéma. De même est vrai pour la loi de réflexion. Si je vais changer, je vais inverser le sens de la propagation, je vais envoyer la lumière dans ce sens-là, le rayon réfléchi va commencer à jouer le rôle de rayon incident et le rayon incident va commencer à jouer le rôle de rayon réfléchi. Pourquoi? Parce que les lois de la réfraction et de la réflexion sont complètement symétriques.